Comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions qui sont difficiles? Alors déjà, il ne faut pas avoir peur de la peur. Il ne faut pas avoir peur des émotions déplaisantes, des émotions toxiques. Le seul conseil que j'ai à donner aux personnes qui voudraient apprivoiser les émotions et finalement transformer les choses négatives en choses positives pour elles, eh bien, ce serait de développer son intelligence émotionnelle, développer toutes les dimensions de l'intelligence émotionnelle. Il y en a un paquet. Tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Et ça, il faudrait que tous les Tout le monde le hypersensibles sache. entendre ce message, parce que souvent on s'identifie à l'émotion qu'on est, et si cette émotion-là c'est de l'angoisse, quelque part on va baisser en estime de soi, on va se penser supra-vulnérable, et derrière on rentre dans une espèce de spirale qui est un peu délicate. On sait aujourd'hui que 9 peurs sur 10 que tu ressens, c'est pas rien, 90%, Ouais. ce sont des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. C'est factice. Tu souffles dessus. En vrai, normalement, ça devrait s'effondrer. Pendant quasi 1 an et demi, j'allais à la rencontre de personnes âgées dans des EHPAD et elles avaient toutes le même discours. Elles disent, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment seule ici. C'est pas parce que tout le monde est mort autour de moi dans ma famille. C'est simplement parce que j'ai pas assez investi, effectivement, dans mes enfants. Du coup, j'ai rien créé avec eux. Ils n'ont pas d'attache affective avec moi, donc rien ne les pousse à venir me voir. Donc ils avaient ce constat qui est dur. Hein. Et si tu veux, ça, quand tu n'investis pas effectivement dans les autres, ça vient même accélérer ta décrépitude en fait. Salut Christophe, Salut Elena. content de te voir aujourd'hui ici à Paris. Moi aussi. On va faire une interview sur les émotions, l'intelligence émotionnelle, puisque tu es chercheur et t'intéresses beaucoup à ces sujets-là. Ouais, ça fait un petit moment que je m'intéresse à tout ça parce que je suis issu d'une famille où tu as pas mal de personnes qui se sont fait par eux-mêmes et ils ont fonctionné systématiquement à l'émotion. Donc l'émotion, c'était un peu, tu vois, l'essence que tu mets dans le moteur psychique. Ça les a poussés à prendre des risques dans la vie et quelquefois ça marche. Et d'autres fois, ça marche pas, mais c'est un peu le sel de la vie, tout ça. Familialement, je baignais dans cet environnement émotionnel. Et du coup, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Parce qu'on en parle beaucoup finalement, mais c'est pas forcément toujours expliqué ce que c'est, et comme c'est ta spécialité. Alors, tu as plein d'images que je pourrais te partager, mais en gros, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est une sorte de GPS intérieur. C'est un peu comme Waze, ça fonctionne d'ailleurs pareil. Tu vois, Waze, tout le monde connaît, ça fonctionne sur des données entrantes, des données empiriques. Donc, à un moment, on te dit, tiens, là, il y a des travaux. Tu as des utilisateurs de Waze qui vont dire, là, il y a un animal mort, ou il y a des choses comme ça qui font que, à un moment, ton trajet il va être recalculé par l'algorithme. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu as des données entrantes, ça, c'est les émotions. Il n'y a pas plus concret, il n'y a pas plus pragmatique en réalité que les émotions. Les émotions, elles sont là, c'est un peu des facteurs qui portent des messages en elles et qui vont te dire, là, dans l'environnement, il y a un truc qui est en train de se produire et ce truc-là, cet événement-là, il peut avoir un impact direct sur ton niveau de bien-être. Donc, une fois que tu as capturé cette information dans le logiciel, le logiciel, il va traiter l'info et derrière, il va te proposer des comportements ou des choix qui vont permettre de t'adapter en fait à la situation. Donc moi, ça me fascine parce que c'est le cerveau humain, mais pas que, et que finalement l'émotion, on l'a tous en partage. C'est juste qu'on la gère pas tous de la même manière. Et justement, c'était ma deuxième question, c'est comment on la gère? Surtout les émotions, tu vois, qui sont un peu compliquées, comme la colère, la frustration. Il y a des personnes pour qui c'est difficile de les gérer et de pas contaminer les autres avec. Du coup, comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions qui sont difficiles? Alors déjà, il faut pas avoir peur de la peur. Faut pas avoir peur des émotions déplaisantes, des émotions toxiques, tu vois, où tu dis tiens, en tout cas, ça paraît toxique, c'est pas très attrayant quand ça arrive, tu vois, ça te secoue, ça peut te placer en position un petit peu de gênance, etc. Mais en réalité, que l'émotion elle soit belle, scintillante, ou alors qu'elle soit crasseuse, peu importe en fait son enveloppe, peu importe son apparence, au fond d'elle, si tu grattes un peu cette croûte-là, tu auras un message élémentaire pour toi. Oui, il y a quelques émotions qui sont biaisantes, qui s'invitent dans ton quotidien, pas dans le bon moment, pas dans le bon espace-temps, pas avec la bonne durée, etc. Bon, celle-ci, quand tu es émotionnellement intelligent, tu arrives à faire le tri. Donc moi, le seul conseil que j'ai à donner aux personnes qui voudraient apprivoiser les émotions et finalement transformer des choses négatives en choses positives pour elles, eh bien, ce serait de développer son intelligence émotionnelle, développer toutes les dimensions de l'intelligence émotionnelle. Il y en a un paquet. Et comment on fait pour les développer? Alors là, on a lancé des programmes. Donc, tu as aujourd'hui avec ma collègue et d'autres collègues, Lisa Bellinghausen, qui est docteur en psycho, eh bien, elle va former des psychologues, des docteurs en psycho, des coachs, à un outil qu'on a validé scientifiquement, qui est un test
d'intelligence émotionnelle pour mesurer justement objectivement ton intelligence émotionnelle et savoir qu'est-ce que tu dois renforcer par rapport à cette forme d'intelligence. Donc, il y en a un pour les professionnels, ça s'appelle le QE Pro, ça c'est pour les managers, les entrepreneurs. Et tu en as un qui s'appelle le QEG, G pour généraliste, ça c'est pour le grand public à partir de 18 ans. Et donc, si tu veux, une fois que tu as cette photographie à un instant T de ton profil émotionnel, eh bien, tu peux te faire accompagner par ces personnes qui vont travailler sur, par exemple, ta capacité à réguler les émotions. Réguler, ça ne veut pas dire refouler. Ça peut vouloir dire, quelquefois même, prolonger un état émotionnel parce qu'il va être bénéfique, mais toujours de manière authentique. Ça peut être travailler ta capacité à détecter l'information émotionnelle. Tu as des personnes qui sont plus capables que d'autres de capturer les signaux faibles autour de nous. Et de se dire, tiens, attends, là, cette analyse-là, elle est affinée parce que j'ai plus d'informations émotionnelles, parce que je suis plus capable de collecter de l'information émotionnelle. Tu as des gens qui comprennent plus facilement les émotions, leurs causes. Pourquoi je suis triste ? Pourquoi là, présentement, d'un coup, je suis envieux de cette personne ? Ou pourquoi là, maintenant, je me sens tout à coup hyper serein ? Et quels sont les bénéfices à ressentir telle ou telle émotion. Donc, tu vois, en fait, il y a plein d'axes possibles. Et c'est vrai que le mieux, c'est quand tu es accompagné par des individus, mais tu peux être, imaginons, tu as un profil Robocop. Tu es totalement métallique, tu es hermétique aux émotions. Tu as grandi dans une famille où tu n'avais pas accès à un alphabet émotionnel. Les émotions, on les écoutait pas trop, où tu te faisais gronder chaque fois que tu exprimais un besoin émotionnel. C'était ton cas, par exemple ? Ah, pas du tout. Moi, justement, c'est l'inverse. Ok. Et du coup, quant à ça, quelque part, c'est compliqué de comprendre le genre humain. C'est compliqué de comprendre les logiques émotionnelles. Donc là, je te donne juste un petit truc comme ça. Tu as des chercheurs nord-américains qui te montrent que pour booster cette capacité à capturer l'info émotionnelle, à mieux lire finalement les émotions chez les autres, dans les relations que tu as avec les autres, mets-toi à lire. Lis des romans de fiction. Lis Le Caméléon de Tchekhov. Lis peu importe quelque chose qui te fait plaisir, des thrillers, des polars, etc., où tu as la personnalité des protagonistes qui va être hyper décryptée, auscultée, présentée comme ça au lecteur par son auteur. Et quand tu fais ça, tu as une classe de neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Moi, je les appelle les neurones paparazzi, qui vont photographier en fait tout ce que tu lis. Et ils vont comme ça décrypter finalement différentes scènes dans le livre. Ça peut être à un moment un conflit entre Samantha et Brandon, qui sont en train de se fâcher. Ou d'un coup, une négociation un peu compliquée dans le bouquin. Ou d'un coup, il y a une intrigue, il y a quelqu'un qui ment. Tiens, mais comment est-ce qu'on arrive à déceler finalement le mensonge chez ce personnage ? Et quand tu fais ça, en fait, tu viens nourrir ta compréhension. Et donc, quand tu as un profil plutôt Robocop, derrière, tu t'ouvres en fait à ce monde de l'empathie. Ok. Alors, quelques secondes de pause pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à partager l'interview autour de vous. Et si vous le désirez, je vous invite à vous inscrire à une session déclic que je vous offre. Vous avez le lien sous la vidéo. C'est un exemple parmi d'autres. C'est ça. Donc ça, c'est un exemple des profils. Donc Robocop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme profil, par exemple ? Alors, si tu veux, tu as à un bout du continuum, tu as Robocop, mais à l'autre bout du continuum, tu as Bob l'éponge ou Bobette l'éponge. Donc ça, moi, je suis plutôt dans cette catégorie. Tu vois, j'ai commencé par présenter l'inverse de qui je suis. Je compare souvent, donc tu vois, on peut parler d'hypersensibilité, tout ce que tu veux. Donc des personnes qui ont accès justement à toutes ces informations émotionnelles, tous ces signaux faibles en masse, mais qui ont un peu des difficultés à jongler avec toutes ces infos. Et pourquoi je les appelle Bob l'éponge ou Bobette l'éponge ? C'est qu'ils s'imbibent en fait de toutes ces... C'est comme si tu plongeais en fait leur cerveau, en plus ça a un peu la forme que ça d'une éponge, dans un seau d'eau. Le seau d'eau, c'est la situation. Et que ces personnes-là vont s'imbiber à fond jusqu'à arriver à un pouvoir max d'absorption. Là, ils arrivent à saturation. Et eux, ils ont des problèmes pour s'auto-essorer, ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Et le problème, c'est que si tu les laisses plonger dans le seau d'eau, dans la situation émotionnelle, et qu'ils n'ont pas les ressorts pour s'auto-réguler, regarde ce que ça donne quand tu laisses une éponge baigner dans un seau, elle se délite en fait.
elles commencent à s'abîmer, etc. Donc ces personnes-là devraient faire un bout de chemin de l'autre côté du continuum pour apprendre à réguler leurs émotions. Et ça, vraiment, ça s'apprend. Tu vois, je vais te donner un exemple de stratégie de régulation émotionnelle. Une des plus connues, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive en psycho. Et un exemple tout simple, imaginons tu es candidate à un job, et là tu te retrouves face à un recruteur. Et donc tout se passe bien jusqu'à la moitié de l'entretien. Et à mi-chemin, là tu as le recruteur qui commence un petit peu à te bousculer au sens verbal du terme. Commence à te challenger fort. Tu sens qu'il est un peu plus, tu vois, comme ça, pas agressif, mais bousculant provoque, pour toi. Voilà, il cherche vraiment à te provoquer dans un coin du ring. Et là, tu pourrais dire, waouh, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait ? Pourquoi cette agressivité-là, etc. Donc, si tu interprètes la situation comme ça, bah, quelque part, toi, tu peux te dire, tu peux te mettre en colère. Dire, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'agresse, donc je vais me défendre. Donc, la colère va me permettre de combattre cette personne, de réquisitionner de l'énergie pour combattre cette personne. Sauf que c'est peut-être pas ça l'intention de ton interlocuteur. Peut-être que ce recruteur, parce qu'il a décelé en toi un super potentiel, que ce soit sur ton CV, sur tout ce que tu lui as donné à manger sur la première moitié de l'entretien, eh bien peut-être que lui, ce qu'il veut en réalité, c'est juste tester que tu es la bonne personne. Donc il veut aller un peu plus loin avec toi. Si ça, tu réinterprètes ton environnement comme ça, tu ressens plus de la colère, tu ressens de la fierté. Tu t'ouvres à l'autre et là, tu es fier de toi. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Tu as envie de lui livrer des pans de ta personnalité, lui expliquer encore plus en détail qui t'es. Et tu es motivé à le faire. Donc, en gros, en faisant ça, en optant pour la deuxième option, bah, quelque part, tu augmentes la probabilité d'être prise pour ce job, quoi. Donc ça, c'est de la réévaluation cognitive. Tu réinterprètes. Okay. Et c'est pas dire se mentir à soi-même. Parce que cette intention, c'est probablement celle-ci que porte le recruteur. Donc derrière, ça te donne en tout cas la force nécessaire pour finalement être content de ta presta et de finalement maximiser tes chances d'atteindre ton objectif, à savoir être recruté par lui. Donc c'est nos perceptions qui vont influencer finalement comment on se sent et nos émotions. Oui, tout à fait. C'est une des clés. L'émotion, en fait, tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Et ça, il faudrait que tous les hypersensibles entendent ce message, parce que souvent, on s'identifie à l'émotion qu'on est, et si cette émotion-là, c'est de l'angoisse, quelque part, on va baisser en estime de soi, on va se penser supra-vulnérable, et derrière, on rentre dans une espèce de spirale qui est un peu délicate. Alors que quand tu prends conscience qu'il y a une dimension cognitive à l'émotion, et qu'en fait, l'émotion, c'est quoi ? C'est un panneau signalétique, comme ceux que tu as au bord d'une autoroute ou d'une route et qui sont juste là pour te dire, attends, tu sais quoi ? Là, dans ton environnement, là ou dans ton futur proche, il y a ça qui se passe. Prends juste en compte cette info. Mais ça n'est qu'une information. Et cette information-là, effectivement, on peut la traiter intelligemment. D'où ce terme d'intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment le moyen principal finalement pour modifier notre perception de la situation. C'est ça. Si je suis en colère, par exemple, ou frustrée par rapport à quelque chose, je change l'histoire que je me raconte, c'est ça, en fait ? Alors, il y a plein d'autres techniques. Il y a plein d'autres schémas mentaux que tu peux adopter. Si, par exemple, tu es en colère, tu vois, là, il y a tout de suite un truc qui me vient en tête. Parce que c'est vrai que si tu expérimentes trop souvent de la colère, donc de manière chronique, de manière intense, ça peut venir créer chez toi des troubles psychosomatiques, altérer ton sommeil, ta digestion, ton système immunitaire, mal de dos. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein d'écrits scientifiques là-dessus. Maintenant, imagine... la colère, ça peut être bon. À un moment, ça peut annoncer quelque chose. Tiens, on est en train de te piquer ta propriété intellectuelle. Il faut que tu te battes. Il faut que tu défendes ton beefsteak, quoi. Donc là, la colère, elle est vraiment utile. Elle est fonctionnelle. Mais quand elle ne l'est plus, à un moment, il faut baisser son intensité. Et là, tu as un truc que font souvent... Moi, je les appelle les QE++. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont un niveau d'intelligence émotionnelle supérieur à la moyenne. Ils représentent moins d'1% de la population. Ce sont des experts sur nos études. Tu en parles souvent dans tes conférences, dans tes vidéos. C'est hyper intéressant d'ailleurs.
Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font souvent quand il y a un surplus de colère chronique avec une occurrence forte, tu ressens vraiment de manière récurrente de la colère, ils vont faire une balade en forêt. Ils vont dans un parc et ils marchent 5, 10, 15 minutes. Et on sait aujourd'hui, parce que tu as pas mal d'études qui vont dans ce sens-là, que quand tu fais ça, tu sais, ils parlent même pas, tu vois, juste ils se baladent, eh bien ça fait baisser la pression artérielle, ça fait baisser l'intensité de la colère, ça augmente la production d'ocytocine, baromètre chimique du bien-être chez les mammifères, ça fait baisser le taux de sécrétion de cortisol, l'hormone de stress, etc., etc. Donc si tu veux, on a en plus à disposition je sais pas, on pourrait appeler des anxiolytiques naturels. Et la nature, c'en est un en fait. Tu n'as pas besoin quelquefois il suffit de rentrer au contact avec la nature. Parce que qu'est-ce qui se passe d'un point de vue concret, d'un point de vue cérébral? Lorsque tu es au contact de la nature, tu fais une balade dans un parc ou dans une forêt, tu vas observer ce que tu as, les mouvements, les oscillations des feuilles. Tu vas écouter par exemple les chants des oiseaux et en fait ton cerveau va rentrer en oscillation, en résonance avec tout ça et donc il va naturellement entrer dans un état de relaxation qui va faire baisser en fait ce surplus et qui va faire qu'en plus ça, tu as un peu décanté les choses. Tu vas dire en fait ces émotions-là, celle-ci, non j'en ai pas besoin. Celle-ci, non j'en ai pas besoin. Celle-ci, ouais non elle est pas. Ah oui, par contre celle-ci, faut absolument que je la traite et que je la mette tout en haut. Eh bien, de la pile des dossiers à traiter. Tu relativises du coup plus après une bonne balade dans la nature, quoi. Tu relativises et en plus, on sait aujourd'hui que 9 peurs sur 10 que tu ressens, c'est pas rien, 90% des peurs que tu ressens, ce sont des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. C'est factice. Tu souffles dessus. En vrai, normalement, ça devrait s'effondrer. Sauf que le problème, quand tu as une intelligence émotionnelle qui n'est pas assez renforcée, ton cerveau, il veut jouer au sapeur-pompier et il veut éteindre tous ces feux-là qui se déclarent dans ton cerveau. Et ça, c'est énergivore. Ça lui prend de l'énergie, ça lui prend du temps. Et donc derrière, tu es plus facilement fatigué, tu arrives plus facilement à saturation cognitive, donc tu retiens moins les choses, tu mémorises moins. Ça devient compliqué de faire un choix à un moment, tu as moins d'attention. Et c'est fatigant en gros pour le cerveau. Quand tu es émotionnellement intelligent, tu sais quelle est la peur sur 10 qu'il faut traiter, que tu vas ressentir quotidiennement, et tu sauras naturellement évacuer les autres parce que tu dis ok, non, celles-ci, elles sont des parasites en fait. Donc c'est un peu une forme de conscience de soi, finalement, c'est se connaître et connaître un peu ses émotions qui nous permet de mieux les gérer. Et quand tu connais bien tes émotions, en fait, tu connais très bien les émotions des autres. Donc, quand tu arrives à lire tes émotions, mais ça peut être, tu vois, c'est même physiologique. C'est-à-dire que dans le test dont je te parlais précédemment, les tests d'intelligence émotionnelle, à un moment, tu as une partie où on donne comme ça des body maps. Donc, tu vois, tu as une cartographie du corps humain. Et là, tu as des personnes qui vont savoir que quand tu ressens de la peur, tu as telle et telle partie de ton corps qui va s'activer, d'autres qui vont se sous-activer. Tu vas ressentir de la chaleur ici et là dans ton corps, et pas là, précisément. Et en fait, quand tu commences à recouper en fait tous ces indices-là, tu sais en fait quelle est l'émotion que tu as en face de toi. Et une fois que tu sais ça, en fait, tu as une longueur d'avance surtout. Tu peux anticiper plein de choses, plein d'événements, plein de comportements qui peuvent avoir un impact direct sur toi. Super intéressant en tout cas. On va parler justement de ces 1% dont tu parles souvent dans tes conférences. C'est hyper intéressant. Tu as parlé d'une femme, par exemple, qui a vécu un crash d'avion, qui a survécu pendant 8 jours dans la jungle, avec la mâchoire cassée, les jambes cassées, les poumons perforés, et qui pourtant n'a pas ressenti de peur. Comment tu peux expliquer que 2 personnes qui vivent une situation, par exemple, dramatique ou difficile, une va pouvoir vivre ces émotions-là et être plutôt bien malgré tout, et l'autre va peut-être se laisser happer par la peur, par la panique. Qu'est-ce qui, selon toi, joue? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte? Est-ce que c'est un entraînement, finalement, depuis l'enfance? Est-ce que c'est les facteurs environnementaux? Enfin, qu'est-ce qui peut jouer là-dedans? Alors, tu as énormément de facteurs, c'est sûr. Tu vois, il faudra analyser les parcours des uns et des autres, leur rapport aux émotions, l'éducation, le background éducationnel. Mais ce que Annette, donc c'est Annette Erfkan, cette survivante de ce crash d'avion. 8 jours dans la jungle, c'est long. Hein. Surtout, elle perd l'amour de sa vie.
Tu vois, qui l'amenait dans une station balnéaire vietnamienne pour sans doute la demander en mariage. Elle était folle amoureuse de lui. Bon, elle le perd. Tous les autres passagers meurent. Comme tu le disais, elle était blessée. Et en fait, Annette Herfkens, elle explique finalement sa résilience et le fait que effectivement, elle était plutôt dans un ressenti de paisibilité dans la jungle. Ce qui est fou, parce que tu dis, tu es quand même dans la jungle. Tu as des bêtes féroces qui en veulent à ta masse musculaire. Tu as des parasites. Enfin, toi, c'est compliqué. Il y a la mort autour de toi. En plus. Tu es blessé, tu n'es pas bien. Elle n'a pas ressenti, en tout cas, son cerveau n'a pas ressenti l'utilité de ressentir de la peur. Elle était dans une autre démarche en se disant, en fait, si je fais plus qu'un avec la jungle, si j'arrive à apprivoiser cet environnement et à me dire que cet environnement, il est sécure pour moi, il le sera finalement. Et c'est comme ça que je vais réussir à tenir jusqu'à ce que les secours arrivent. Et donc, son schéma mental à elle, que tu retrouves chez des individus émotionnellement intelligents, en tout cas, son explication, c'est de dire, moi, toute ma vie, j'ai investi affectivement dans les autres. Et c'est vrai que tu dis, on est dans une société très égocentrique, très narcissisante. On se regarde le nombril, tout est en selfie, on fait hyper gaffe à notre apparence, à notre avatar social. Tu vois, on veut ressembler finalement à une espèce d'idéal t'as des filtres de partout, etc. Qui n'existe pas d'ailleurs, l'idéal, il faut le préciser quand même. Non mais voilà, ça reste un truc utopique, cet avatar. Et donc derrière, en étant dans cette démarche-là inauthentique, quelque part, tu te perds tout simplement. Et Annette Herfkens, donc, elle a compris que finalement, notre première ressource, c'est l'autre. Si tu as un investissement à faire dans la vie, c'est pas forcément dans l'or, pas forcément dans le bâtiment, c'est investir affectivement dans l'autre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en cas de coup dur dans ta vie, lorsque tu te retrouveras dans un carrefour de ta vie où il y a un truc pénible qui se produit, quelque chose qui vient te chahuter fort, tu vois, un licenciement, la maladie, la perte d'un proche, peu importe, eh bien, ce qui va te permettre de te redresser, ce qui va te permettre d'absorber la situation et d'en faire quelque chose de constructif pour toi, c'est le fait d'avoir investi dans les autres. Quand tu investis dans les autres, tu as un retour sur investissement affectif. Et Annette Herfkens, elle n'a eu que ça. C'est-à-dire que quand elle était dans la jungle, toutes les pensées qui arrivaient à sa conscience, tu vois, la surface de la conscience, c'était des souvenirs hyper positifs de bons moments passés avec sa famille, avec ses collègues, avec ses amis. Et en fait, elle baignait là-dedans. Et le fait de se dire, attends, c'est ça ma vie, c'est une vie qui quand même socialement est riche, etc. Et en fait, ton cerveau, et se souvenir de tout ça, de tous ces moments dans le détail, d'avoir ce qu'on appelle des souvenirs organiques, eh bien ça place ton cerveau, parce qu'il y a plein de détails, ça replace ton cerveau dans cette configuration émotionnelle. Donc en fait, en gros, il va répliquer les émotions que tu avais ressenties à ce moment-là. Et donc, tu te sens bien, en gros. Et elle le dit dans ses interviews, pendant 1 an, on a échangé non-stop. Et elle m'expliquait, mais en fait, même elle n'y croyait pas qu'elle allait bien se sentir comme ça, mais elle dit, voilà, ses anges gardiens, entre guillemets, s'il fallait avoir une image comme ça, ce sont ses souvenirs. Et c'est vrai que si tu n'investis pas effectivement dans les autres, tu te retrouves dans la même situation qu'Annette Herfkens dans cette jungle, tu te rattaches à quoi en fait ? Tu te rattaches à quoi ? À plus rien. Donc tu te laisses facilement dépérir. Et c'est pour ça, fut une époque, j'ai plus trop le temps maintenant, mais pendant quasi 1 an et demi, j'allais à la rencontre de personnes âgées dans des EHPAD et des personnes isolées, physiquement et psychiquement. Et elles avaient toutes le même discours. Elles disent, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment seul ici. C'est pas parce que tout le monde est mort autour de moi dans ma famille. C'est simplement parce que j'ai pas assez investi effectivement dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Du coup, j'ai rien créé avec eux. Donc, quel est leur... ils n'ont pas d'attache affective avec moi. Donc, rien ne les pousse à venir me voir. Donc, ils avaient ce constat qui est dur, qui fait mal. Ça me touche d'ailleurs. Parce que... et si tu veux, ça, quand tu n'investis pas effectivement dans les autres, ça vient même accélérer ta décrépitude, en fait. Donc, ça peut être justement un élément de réponse des personnes la différence qui peut se jouer, c'est dans les relations sociales, quoi. C'est-à-dire que les personnes qui s'en sortent mieux, finalement, émotionnellement, on va dire,
pour toi, sont des personnes qui sont bien entourées, qui en tout cas ont investi, donc qui ont des relations de qualité avec leurs proches, que ce soit leur mari, leur femme, leurs enfants, leurs amis. Ouais, entre autres. Après, il y a plein d'autres éléments. Tu parlais d'éléments génétiques, ça aussi. On sait qu'on ne naît pas sur la même ligne de départ à la naissance, notamment dans notre rapport au stress et à la peur. Tu as plein d'études extraordinaires. Tu en as certaines qui sont parues dans Nature, qui portaient sur 14 espèces de vertébrés, dont Homo sapiens, qui te montrent qu'effectivement, on a un bagage en fait émotionnel. On naît avec ça. Mais après, tu as l'environnement. C'est-à-dire que là où c'est assez puissant, donc c'est que l'épigénétique finalement. Voilà, mais certains sont plus avantagés que d'autres dans leur rapport à la peur, à l'angoisse, sont peut-être un peu plus zen par rapport à tout ça. Mais on peut rattraper le temps perdu parce que Homo sapiens, à nouveau, il est pas totalement mature, fini tant corporellement que cérébralement à la naissance. C'est une des caractéristiques de notre espèce. On mettra quelques années en fait vraiment pour venir développer en fait ce cerveau. Parce que quand l'homme Homo erectus a commencé à marcher, d'où son nom, les bassins se sont un peu affinés et donc derrière, effectivement, on ne pouvait plus laisser passer des grosses têtes. Et à la naissance, donc le crâne a dû un peu être réduit et donc la formation se fait après coup. Et donc, du coup, oui, on peut absorber plein de choses de l'environnement. Ça, c'est le vrai message d'espoir. Donc, on peut rattraper les choses, on peut reconfigurer. Et d'ailleurs, une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales, elle a un nom, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Et moi, j'aime bien ce chercheur, Pierre-Marie Liédot, qui est aujourd'hui, donc c'est un neuroscientifique, neurobiologiste, qui est le directeur du département des neurosciences de l'Institut Pasteur à Paris, et qui est un des chercheurs les plus actifs aujourd'hui sur cette neurogénèse, ou autrement dit, cette capacité du cerveau humain à créer de nouveaux ponts neuronaux, à renforcer des circuits neuronaux, à produire de nouveaux neurones, etc., qui vont à un moment avoir pour objectif, quand on parle d'intelligence émotionnelle, de développer des compétences émotionnelles. Donc l'environnement, effectivement, on peut avec du travail, avec des expériences émotionnelles, plus tu vis d'expériences émotionnelles, plus tu vas épaissir ton album photo de souvenirs émotionnels. Et il se trouve que l'intelligence émotionnelle, elle se sert vachement de nos souvenirs pour finalement répondre à une situation présente. Parce que souvent, on a la réponse en nous, dans un vieux souvenir, qui n'est pas forcément la situation exacte. Ce n'est pas analogue à ce que tu es en train de vivre présentement, mais il y a des caractéristiques communes entre ce que tu vis là dans le présent et ce que tu as vécu peut-être il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et notre cerveau émotionnellement intelligent, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va faire le pont entre le passé et le présent. Mais si tu n'as pas de passé, si tu t'es pas forgé des souvenirs, si tu n'as pas plein d'expériences, peu importe, ça peut être des souvenirs négatifs, positifs, mais si tu n'es pas sorti de ta zone de confort, si tu n'as pas épaissi cet album photo de plein d'expériences nouvelles, en fait, lui, ton cerveau, s'il n'a pas ça, il aura un album photo de souvenirs émotionnels qui est tout fin. Donc en fait, c'est une image, mais il va te passer 3-4 pages de cet album et puis fini, il dit ok, non, là j'ai pas la solution en magasin, je peux pas te dire si ce que tu as fait dans le passé, comment tu t'es comporté dans le passé peut aujourd'hui t'aider, j'ai pas assez donné. Alors que si tu as un gros album photo, et là, même si ça se passe en quelques millièmes de seconde, ton cerveau, il va trifouiller à toute vitesse, il aura plus de chances de tomber sur une situation un peu analogue à ce que tu es en train de vivre, même si c'est dans un autre univers, dire attends, là, tu avais fait ça la fois dernière et ça t'avait permis finalement d'éviter des gros pépins, d'avoir de gros pépins. Donc, allez, je t'invite à reproduire ce même comportement dans cette situation-là. C'est l'expérience au final. C'est l'expérience émotionnelle. Ok, magnifique. On va parler maintenant d'intuition, parce que tu en parles aussi, de l'intuition. C'est quoi justement pour toi l'intuition, Christophe ? Alors, tu as plusieurs formes d'intuition et parmi ces formes d'intuition, tu as l'intelligence émotionnelle. C'est quand tu as une intuition qui vient se nourrir, en fait, de logique émotionnelle. Et quand tu es, quand tu as un moteur intuitif qui fonctionne avec de l'essence émotion, là, on parle d'intelligence émotionnelle. Et moi, c'est cette forme d'intuition que j'observe. Or, tu en as d'autres. Tu as par exemple l'intuition qui fonctionne exclusivement à l'expertise. Tu dis, tiens, à force de t'entraîner à faire toujours le même geste, tu prends LeBron James ou Stephen Curry en basket, qui vont s'entraîner, qui vont faire des milliers de shoots, dans une seule journée.
quand ils sont en match, ils réfléchissent pas au moment ça devient totalement automatique. Là, c'est un comportement aussi intuitif. Et moi, je m'intéresse surtout à l'intuition lorsque tu te retrouves dans des situations où tu dis, tiens, je n'ai pas d'expertise. Maintenant, sur quoi je m'appuie pour finalement prendre une décision? Et c'est ce que je t'expliquais précédemment, c'est si tu n'as pas d'expertise, si on ne t'a pas entraîné si tu n'as pas reçu de cours, qu'est-ce que tu fais? Et là, ton cerveau, il va justement chercher dans des expériences émotionnelles, dans des choses très privées, et il va se dire, tiens, en fait, ouais, même si c'est pas dans un contexte pro, si ton problème se pose dans un contexte professionnel, souviens-toi, là tu as géré un conflit, mais souviens-toi du conflit que tu avais eu avec un de tes potes à la sortie du cinéma, du machin, du bidule, tu as peut-être quelque chose à aller puiser là-dedans pour résoudre ton problème dans ta sphère professionnelle. Ça, c'est la mémoire finalement, non? Voilà, et ça, c'est l'intuition vraiment qui fonctionne sur de la base mémorielle et notamment sur des expériences émotionnelles. Et cette forme d'intuition, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Mais du coup, l'intuition, tu vois, par exemple, de ne pas ressentir quelque chose, aller dans un endroit particulier, de cette femme qui va prendre l'avion, mais qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui le fait quand même. Ça, pour toi, enfin, ça vient d'où? Alors, Annette Herfkens, effectivement, au moment de monter dans l'avion, qui est un Yak 40, qui est quand même un des avions les plus dangereux au monde, elle a son inconscient d'adaptation. Donc, il porte bien son nom. Donc, c'est un terme en psycho. Mais pour dire que ton inconscient, qui cherche à trouver des solutions pour que tu t'adaptes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opérer ce qu'on appelle un balayage superficiel de ton environnement. Autrement dit, il va scanner ton environnement. C'est comme quand tu vois dans les films de SF, du haut en bas, droite, gauche, tu scannes, ton cerveau scanne ton environnement à la recherche d'informations qui lui seront potentiellement utiles pour se forger une opinion. Et Annette Herfkens, la probabilité est très très forte que cette intuition qu'elle a eue à un moment, de se dire, il ne faut absolument pas que je monte là-dedans, c'est quand elle s'apprêtait à monter dans le truc, elle a dû voir que c'était assez vieillot, que derrière l'appareil, le tableau de bord n'était pas ouf, tu vois, avec vraiment un système à bord très, très vieux. Peut-être même qu'elle l'a vu sur le faciès d'un des pilotes. On dit, tiens, le gars, il a peut-être pas l'air rassuré parce que lui, il sait qui pilote une caisse de savon. Il sait que cet avion-là, il est dangereux, qu'il y a eu d'autres crashs précédemment. Donc, il ne doit pas être forcément serein à l'idée de devoir piloter ce type d'avion. Donc, peut-être qu'il produit aussi des micro-expressions qui finalement amènent pas à la sérénité. Et peut-être que le cerveau, l'inconscient d'adaptation d'Annette Herfkens, il a capté tout ça. Et derrière, elle a une sensation de malaise et s'est dit, ouais, peut-être pas que j'y aille. Donc, c'est une explication, il y en a peut-être d'autres. C'est ça. Et comment on peut savoir que c'est de l'intuition et pas de la peur, par exemple? Parce que des fois, quand c'est quelque chose qui peut nous faire peur, comme prendre l'avion, comme, je sais pas, parler en réunion ou autre, c'est pas forcément une intuition, ça peut être juste une peur. Est-ce que tu as des éléments qui permettent de faire la différence? Alors souvent, tu vois, je vais te raconter une petite histoire, mais il y a un gars qu'on avait un jour observé sur le terrain, c'est un réalisateur de cinéma à Hollywood. Et donc ce gars très connu, il était face à une actrice principale qui était démissionnaire, donc à mi-tournage, qui voulait partir. Et si tu veux, lui, nous on l'observait, j'étais avec c'est mon collègue qui l'observait sur place, Jean-François Cogget, qui l'avait équipé avec tu vois, un micro, et lui il le suivait caméra au point, tapis derrière les buissons. Et l'idée, nous, c'était d'observer des moments où ça bulle émotionnellement et savoir comment ces gens-là intuitent. Parce qu'ils n'ont pas le temps de céder à la réunionite aiguë, t'as pas le temps de maturer la solution, il faut vraiment répondre dans l'instant, parce que le problème, il est dans l'instant, et il faut le solutionner, sinon t'as en tout cas dans ce milieu du cinéma, tu as le compteur à $, qui s'emballe et tu perds à chaque fois je sais pas combien de milliers de dollars. Donc là, elle était sur le point de partir. Elle avait réservé une limousine qui l'attendait, parking lugubre à l'arrière du plateau de tournage. Et juste avant de claquer la porte de la voiture et de partir, lui, il l'intercepte. Il dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Elle sort de la voiture. Et là, elle va l'invectiver. Mais vraiment, tu vois, elle a les traits tirés, elle a la mâchoire serrée, les sourcils froncés. Et elle lui dit qu'en gros, il est naze, qu'il ne sait pas gérer ses actrices, que ce n'est pas normal que l'actrice secondaire ait une loge plus grande que la sienne, etc. etc. Donc, il s'en prend plein la figure. Et lui,
ce qui est assez fou, c'est qu'au bout, très rapidement, alors qu'il se prend quand même pas mal de haine en face de lui, il a un petit rictus de satisfaction. On se dit, mince, le gars, il n'est pas sadique, il est plutôt équilibré psychiquement. Pourquoi il sourit à ce moment-là, alors que c'est plutôt négatif, quoi. Alors, ça dure que 2-3 secondes. Et après, lui-même se met en colère. Il fait un pas de plus vers elle, réduit la distance de proximité, de respect social entre les personnes. Et là, il se met lui-même en colère. Il lui rappelle colère froide. Il lui rappelle les règles du jeu, etc., etc. Et là, tu vois que l'actrice... Alors, la colère, c'est une émotion qui est souvent expérimentée sur un plateau de tournage. Ok, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est plutôt une émotion assez acceptée. Et là, tu as l'actrice principale qui tout de suite cesse d'être colérique. Tu le vois sur son visage. Et elle adopte, tu sais, la structure faciale du chat dans Shrek quand il a fait une connerie. Donc, je vois pas trop, mais... Voilà. Donc, tu as les grands yeux, elle devient tout un peu timide, elle baisse de 15 cm. Donc, elle est plus en posture haute, je te domine et je t'en mets plein la tête. Là, elle est en posture, non, attends, je crois que j'ai dit une connerie. Et là, elle reprend timidement la parole, elle dit, écoute, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est du bullshit. C'était méchant, c'est pas justifié, etc. Je vais rester sur ce tournage et je te promets que je vais me donner à 300%. Finalement, elle est restée. Toutes les scènes qui ont été tournées en deuxième moitié de tournage étaient de bien meilleure qualité et le film a été un succès au box-office mondial. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur? Comment il a eu cette parade-là? Parce qu'il se fait agresser, etc. On va le voir quelques semaines plus tard. Et là, Jean-François lui diffuse cet extrait-là, vidéo. Il dit, ouais, je me souviens vachement de cette scène-là. Et il me dit, émotionnellement, c'était fort. Il dit, il s'est passé un truc de fou. C'est-à-dire que quand elle m'a invectivé, c'est comme si entre elle et moi, il y avait une espèce de photographie mentale qui s'était intercalée. Et cette photographie-là, je te parle depuis avant de photographie de souvenirs, mais c'était un souvenir de mon adolescence. Et là, il me dit, mais quand j'étais ado, je faisais partie d'un des gangs les plus dangereux de Los Angeles. Et un jour, on marchait avec mon père sur l'avenue principale de LA. Et là, il y a une voiture qui déboule, les portes s'ouvrent. Et mon père et moi, on se fait kidnapper par des membres du gang rival. On est ramenés dans un appartement, on est ligotés dos à dos sur 2 chaises comme Indiana Jones, père et fils, avec toutes les 15 minutes nos geôliers qui pointaient un flingue sur la tempe. Donc, tu vois, là, niveau stress, oui, ça met pas à l'aise. Et il dit, c'est fou, parce que quand j'étais en plus dans ce moment-là, à l'époque, j'avais un souvenir encore plus ancien qui venait. Et il dit, à l'époque, j'étais abonné à une revue en criminologie. Et là, il commence à nous raconter que dans cette revue-là, il y avait, je te la fais très rapide, mais il y avait un article qui expliquait que 9 fois sur 10, quand quelqu'un te braque dans la rue, en fait, il va pas tirer. Parce qu'il y a trop de risques. Tu vois. Si les gens te voient, tu prends perpète aux États-Unis, voire pire dans certains États. Donc, compliqué. Et donc, lui, il repense à ça. Il a de nouveau cette espèce de photographie mentale de cet article-là qui revient à sa mémoire. Et là, quand il se retrouve donc face à ses geôliers, quand il est kidnappé là avec son père, plutôt que d'être en position basse, il se met finalement à défier ses kidnappeurs. Donc je te le dis, voilà, il remet en cause leur masculinité, on va le dire poliment. Il commence à leur cracher au visage et les insulter de manière étrange et surprenante. Lui et son père furent libérés. On refait un saut dans le temps pour répondre précisément à ta question, pour faire le distinguo juste entre l'émotion qui est juste le point d'entrée, tu vois, vraiment le message d'entrée, et vraiment l'intuition qui est tout un process qui est après plus, tu vois, qui est plus intelligent quelque part, plus sophistiqué que juste l'information brute. Souvent, très souvent, mais il y a d'autres formes, mais là je l'illustre par ça, lorsque tu es face à une intuition, tu as l'image qui vient avec. Tu peux avoir le son, tu peux avoir une odeur, tu peux avoir des détails organiques qui viennent accompagner finalement la préférence qui est en train de naître en toi. Et j'avais quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thierry Boiron, qui est le président des laboratoires Boiron, et qui m'expliquait, qui est quelqu'un qui intuite beaucoup dans la vie, qui est beaucoup sur l'intuition, et qui me disait, en fait, tu sais, l'intuition, et là on parle d'intuition émotionnelle, il me dit c'est un peu comme une peau de tambour, bien tannée. Tu as quelque chose, une peau vieillie. Vieillie par quoi? Par tes expériences de vie. Et dès que tu as des informations que tu captures, ces informations, elles viennent s'entrechoquer, elles viennent cogner cette peau de tambour et elles produisent un espèce de son. Et si tu veux, quand ce son se produit, la décision, elle est déjà en toi. Tu sais en fait vers quelle direction il faut que tu ailles. Alors tu peux des fois te planter.
Sauf que statistiquement, aujourd'hui, on montre que tu te plantes moins. Et surtout, si tu te plantes, tu en garderas une trace forte parce que c'est sur une base émotionnelle et donc il y a peu de chances que tu reproduises 2 ou 3 fois la même erreur. Et donc le tout, c'est de tanner cette peau en fait. Et ça, c'est l'expérience émotionnelle. C'est une autre image pour dire l'album photo grossi, etc. Une peau bien tannée. Du moment que tu as ce choc, que ça crée quelque chose et que ça te renvoie à des souvenirs et que ces souvenirs-là t'amènent sur une piste d'un comportement adaptatif, ben là, tu peux faire quelque chose. Après, tu peux être aussi prisonnier de certaines peurs. Ça, c'est ce qu'on appelle après des traumas, etc. Ça a encore d'autres significations. Parce que là, tu as passé en fait un seuil de saturation. Ouais. C'est quoi justement un trauma? Bah, quand tu as le trauma, c'est qu'à un moment, tu vois, sur les niveaux d'intensité, alors il y a plein d'explications, mais j'ai juste donné cette image-là, c'est que sur des niveaux d'intensité de ce que tu vis à un moment, quand tu es par exemple agressé physiquement, sexuellement, etc., bah là, tu vas franchir ce seuil d'intensité. Donc là, tu es dans de la surintensité. Et là, quand tu arrives là, tu arrives dans une espèce, je vais le dire comme ça, mais une espèce de zone grise très compliquée pour le cerveau, parce que ça, c'est tellement puissant émotionnellement que ça peut totalement dérouter quelqu'un, déstabiliser quelqu'un. Et là, ton cerveau, après, il va pas vouloir justement récupérer ce souvenir pour en faire un souvenir aidant. Là, il va plutôt opérer un espèce de blackout. Je ne veux surtout pas réexpérimenter, refaire naître cette émotion-là en moi, parce qu'elle était tellement intense qu'elle est indomptable, en fait. Et donc là, tu as ce côté... voilà, c'est une question d'intensité. Maintenant, tu as tu prends le MDR ou d'autres process où on t'amène en fait d'une certaine manière à revivre ces choses-là, mais de manière sécurisée. Quand tu le fais vraiment avec des experts. Moi, dans un des bouquins, il y avait une médecin psychiatre qui expliquait tout le protocole de l'EMDR, etc. Et tu vois que ça aide beaucoup de gens. Ça a aidé pas mal de personnes qui étaient au Bataclan, par exemple, qui étaient pendant les attentats, etc. Donc, tu peux, à un moment, apprivoiser le souvenir, mais il faut que ce soit dans un cadre très sécurisé psychiquement pour que, justement, derrière, bah, tu puisses avancer et te construire, quoi. Et on peut s'en remettre d'un trauma ou ça reste avec des séquelles à vie? Non, mais tu peux toujours travailler et après faire d'un trauma, tu peux en faire une force aussi. Il y a plein d'experts dans le monde de ça. Donc, tu vois, moi j'ai ma collègue, docteur Lisa Bellinghausen, qui est spécialisée là-dedans, qui a vraiment, voilà, qui suit, mais comme d'autres, hein, mais des protocoles pour vraiment essayer de se libérer aussi de tout ça et d'en faire quelque chose de positif et d'arriver en tout cas à vivre avec aussi et arriver à vivre de manière constructive avec. C'est ça. Du coup, est-ce que ça aide de provoquer les gens? Parce que tu as quand même donné des exemples par rapport à ça tout à l'heure de provocations où ça a permis d'obtenir, que les gens puissent obtenir ce qu'ils voulaient. Est-ce que ça aide de les provoquer, de les pousser dans le retranchement pour obtenir quelque chose de... Quand alors je vais me mettre dans la tête de quelqu'un d'émotionnellement intelligent, tu peux amener les personnes à sortir de leur cadre, à faire des choses peu communes, etc. Tu peux les bouger, mais toujours avec le souci de les préserver. Et le problème, c'est que tu as pas mal de manipulateurs ou de personnes, tu vois, qui appartiennent à ce qu'on appelle la triade noire en psychologie. Donc, c'est des traits de personnalité sombres où tu as les pervers narcissiques, les personnes à tendance psychopathique, machiavélique, sadique, etc. On appelle ça même maintenant la tétrade noire parce qu'il y a ces 4 traits de perso. Ces personnes-là, en fait, vont aussi provoquer, vont aussi bousculer, mais dans leur propre intérêt. S'en fichent, en fait, des conséquences pour l'autre. Donc, tu es émotionnellement intelligent, tu peux, dans la limite de ce qui est acceptable pour l'autre, tenter de le bouger, mais pour le bien aussi de l'autre. Et c'est là toute la différence. Parce qu'à nouveau, faire bouger l'autre, c'est pas mal en soi. Et d'ailleurs, l'émotion, si tu prends l'étymologie du mot émotion, ça vient de ex movere, mettre en mouvement. Tu vois, sans émotion, on n'est pas grand-chose. On est des Pinocchio sans la magie, on est des pantins sans âme. L'émotion, c'est ce qui donne du relief en fait à nos vies. Donc c'est bien des fois même de contaminer l'autre avec des émotions qui lui seront peut-être utiles. L'individu émotionnellement intelligent, c'est un agent pathogène.
d'émotion. L'émotion, c'est le virus le plus contagieux au monde. Hein. C'est plus contagieux que le Covid, que tout ce que tu vois, que la grippe, tout ça. On l'a tous en partage. Donc c'est l'intention finalement qu'on y met derrière qui va faire la différence. Mais avec quoi tu viens toucher l'autre et avec, tu vois, dans quelle direction tu l'amènes aussi. Et c'est pas de la manipulation parce que on vient d'ailleurs de finir un papier là, qu'on a soumis pour une revue académique et où on démontre que plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu es machiavélique. Parce qu'on entendait ici et là, bah oui, l'intelligence émotionnelle, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, parce qu'il y a intelligence dans l'intelligence émotionnelle, donc forcément, c'est des gens qui vont manipuler ou quoi. Bon, on a démontré le contraire, statistiquement. Et en plus, sur une population qui a une mauvaise réputation, un peu comme le requin blanc, c'est les managers. Des fois, les managers, toi, tu as plein d'écrits, on te dit, ah bah tiens, parce qu'il y a un peu de pouvoir, de machin, ils vont manipuler, etc. Ouais, il y en a qui le font, mais il y en a plein aussi qui le font pas. Mais on allait spécifiquement dans l'entre-deux, du côté où on a cette idée, tu vois, avec Niccolò Machiavel, etc. Et donc, autant de femmes que d'hommes managers qui ont été recrutés pour cette étude. Et on démontre que plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu es machiavélique. Voilà. C'est ça. Et justement, ces personnes dont tu parlais, les pervers narcissiques, les profils un peu particuliers, est-ce qu'ils peuvent évoluer en fait Est-ce qu'ils peuvent se développer aussi émotionnellement? Ou est-ce que c'est quelque chose, parce que souvent on les condamne en disant que voilà, ils ne peuvent pas changer. Est-ce que voilà, pour toi c'est vrai ou est-ce qu'on peut ils peuvent aussi évoluer? Je m'inclus pas dedans, hein, mais alors, on a tous une part sombre en nous, on a tous un niveau de toxicité. Même les gens qui se pensent super gentils, etc., peuvent faire du mal en fait. On a tous ça en nous. Maintenant, c'est qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu laisses cette espèce de côté sombre grandir en toi jusqu'à temps que tu fasses plein de mal autour de toi? Ou est-ce qu'à un moment, tu essaies de dompter la chose? Et parce que quand tu es émotionnellement intelligent et que tu fais du bien aux autres, par effet boomerang, parce que tu es empathique, tu te fais du bien à toi-même. Tu sais, par exemple, que quand tu fais, je sais pas, tu aides quelqu'un, tu es généreux avec quelqu'un, tu laisses ta place dans le métro à une vieille dame ou à quelqu'un qui a, tu vois, qui est peut-être plus en position de faiblesse que toi, ou que peu importe le service que tu rends, en fait, ton cerveau, et ça c'est des découvertes assez récentes, pour lui, le bénéficiaire de ce service que tu rends, c'est toi. Oui. Et tu as des zones qui s'activent qui t'amènent à ressentir une espèce de paix intérieure, ce qui est assez puissant. Donc en fait, tu fais du bien aux autres, mais en même temps, tu te fais du bien à toi-même. Donc ça, c'est hyper important. Et après, donc, ce que moi j'appelle les enflures toxiques, parce que ces gens-là sont des agents pathogènes d'émotions toxiques systématiquement. Elles placent l'autre en position d'infériorité, de gênance, de mal-être. Ça crée des troubles psychosomatiques chez l'autre. Troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles de la concentration, tout ce que tu veux. Et ces personnes qui le font vraiment volontairement, en fait, ces personnes-là, à un moment, quand elles commencent à se former sur l'intelligence émotionnelle, il faut que ça vienne d'elles, en fait. À un moment, il y a un déclic dans la vie, ça peut être une remarque de quelqu'un, ou d'un coup, elles se prennent un ion, ou tu vois, il y a un électrochoc, en fait. Et d'un coup, ou alors elles sont malades, elles se retrouvent face à elles-mêmes. Tu vois, il y a plus... il n'y a plus le contexte professionnel, il n'y a plus toutes les actions à prendre, tu es vraiment face à toi-même. Bah, dans ces moments-là, ces personnes-là peuvent avoir un élan de lucidité de soi qui leur fera dire attends, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je vois quand même pas des choses très heureuses. Je n'ai pas été une bonne personne. Bah, si elles ont ce déclic-là à un moment, et qu'elles entament un programme de développement des compétences émotionnelles, développement de leur intelligence émotionnelle, oui, elles peuvent bouger. On peut faire bouger les lignes et finalement faire qu'elles soient moins nocives et pour les autres et pour elles-mêmes. Super. Où est-ce qu'on peut retrouver justement ça sur ton site? Alors, tu as un site qui s'appelle, alors c'est une entreprise qui a été cofondée par, donc tu as des chercheurs, tu as des personnes qui sont, tu as une psy du travail, tu as une docteure en psycho, tu as des spécialistes du web pour avoir des outils un peu sympas, et ça s'appelle Génération, donc génération-que.com. Okay. Là, tu as les outils que tu peux passer, et puis après, tu es redirigé si tu veux aller voir ou être accompagné par des psychologues, des coachs, des personnes qui sont certifiées à l'outil et qui peuvent te faire avancer sur ce chemin. Ok,
Bah, super, merci beaucoup pour cette interview. Je pense que j'ai répondu à toutes mes questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais partager en plus pour conclure. Bon, c'était cool. Bah, tu sais, moi, j'aime beaucoup parler des émotions et c'est vraiment quelque chose, je pense, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec l'essor de l'IA. Tu sais, on parle partout de l'IA, etc. Qu'est-ce qu'on propose, nous, humains, en fait, face à ça? Et tu as des sondages qui sont hyper intéressants, comme celui d'IBM, assez récent, ou alors tu avais une enquête du Forum économique mondial qui te montre que parmi les 3 compétences clés que l'être humain devrait chercher à acquérir face à l'essor de l'IA qui va tout redéfinir, les jobs, la nature des métiers, notre rapport à l'autre, etc. Parmi ces 3 compétences clés qu'on devrait maîtriser pour mieux s'adapter, bah, tu as l'IE, donc l'intelligence émotionnelle. Donc Dont tu l'IA parles et l'IE, beaucoup. pour moi, devraient se conjuguer. Bah, écoute, c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi.